Bonjour à tous et bienvenue dans cette session des Journées de l'économie, comment assurer les risques climatiques. Je suis Aurélien Baillon, professeur d'économie ici à EM Lyon, mais aujourd'hui uniquement comme modérateur. Donc assurer sa maison contre l'incendie, contre l'inondation paraissait jusqu'ici évident. Est-ce que ce sera toujours le cas dans le futur? Et il faut se rendre compte qu'au-delà de l'assurance, si on ne peut pas assurer, en général, c'est très difficile d'avoir un emprunt, de pouvoir emprunter. Et si on ne peut pas emprunter, on ne peut pas construire, on ne peut pas démarrer d'activité. Donc, quand on parle d'assurance des risques climatiques, ce n'est pas simplement une histoire de calcul de primes ou de questions de météo, c'est aussi un enjeu qui sera collectif, qui va avoir des conséquences économiques qui vont au-delà du secteur de l'assurance. Et donc nous allons avoir trois grandes questions aujourd'hui. Comment on peut calculer les risques climatiques? Est-ce qu'on peut le faire? Quels sont les coûts pour les assurances et pour les collectivités? Et enfin, quel sera le rôle pour la réassurance, qui est l'assurance des assurances, et pour l'État? Donc, pour parler de tout ça, on a la chance d'avoir 5 intervenants au profil complémentaire. Donc, Olivier Lecourtois, qui est professeur à EM Lyon Business School et spécialiste de la modélisation des risques extrêmes. Molly James, qui est actuaire et spécialiste des risques naturels et de l'assurabilité. Karine Reverchon, directrice durabilité et risques climatiques chez Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Charles Dumartinet, qui est directeur modélisation et actuariat à la Caisse centrale de réassurance, la CCR. Donc, quand vous entendez CCR, c'est Caisse centrale de réassurance. Et enfin, Marine de Montaignac, qui est chef de projet au Haut Commissariat à la stratégie et au plan, donc experte en cohésion sociale et mutualisation des risques. Donc, bien sûr, comme toujours, nous terminerons avec vos questions et vous voyez le numéro qui s'affiche, le 07 67 91 49 49. N'hésitez pas à envoyer toutes vos questions, elles apparaîtront sur ma tablette. Donc, nous allons commencer avec Olivier Lecourtois. Donc, vous êtes professeur à EM Lyon Business School et co-titulaire de la chaire EM Lyon Groupama sur les risques climatiques. Et vous êtes ancien élève de l'ENS de Lyon, agrégé de sciences physiques à la base, et après vous avez mal tourné, vous êtes venu plus dans le domaine de la gestion. Donc docteur et habilité à diriger des recherches en sciences de gestion, et vos travaux portent sur la modélisation des risques extrêmes appliqués à la finance et à l'assurance. Donc être chercheur en finance et en assurance, ça correspond à quoi exactement ? Alors, premièrement, chers collègues, si je peux me permettre, je ne sais pas si j'ai mal tourné, j'ai peut-être très bien tourné en intégrant M Lyon comme enseignant-chercheur. Alors, en quoi ça consiste? En plus, pourquoi est-ce que les professeurs ici font des recherches plus largement? Donc, ce qu'on essaye de faire, en tout cas dans l'équipe qui fait de la finance et de l'assurance plus ou moins formalisée, c'est de mettre des cadres sur les choses. Donc de faire des recherches où on va formaliser les choses. Donc et donc en particulier avec des probabilités. Alors on a des excellents collègues qui s'intéressent aussi à la certitude. Nous, on est plus sur le risque, c'est-à-dire la modélisation de l'aléa et de mettre une sorte de forme dessus. Ça ne veut pas dire le prédire, ça veut dire essayer de le comprendre. Est-ce que je peux aller plus loin ou non? Oui, non, très, très bien. Et justement, c'est quoi la différence entre prédire et comprendre? Enfin, qu'est-ce que ça veut... Vous venez de dire, on ne savait pas forcément prédire, c'est le comprendre. Voilà. Alors prédire, c'est-à-dire que on regarde une situation aléatoire, la température demain ou la température dans une semaine. Bon, personne d'entre nous ne sait ce que c'est que la température dans une semaine. Et le fait de faire des recherches en probabilité pendant des années, ça ne rend pas plus capable de dire quelle sera la température dans une semaine. Par contre, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que le fait qu'elle soit entre 10 et 15 degrés, il y a une probabilité par exemple de 50% dessus. Ça, c'est ce genre de choses. Ça ne va pas nous permettre d'être prédictif, mais ça va permettre de réduire l'univers des possibles et de pouvoir ensuite prendre des décisions. Parce que c'est pour ça qu'on fait ces modélisations, c'est pour ensuite que les entreprises, les managers prennent des décisions en fonction des risques. Et donc notre sujet aujourd'hui, c'est les risques climatiques. C'est quoi un risque climatique? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce terme? Alors les risques climatiques, donc, je parlais de température tout à l'heure, c'est toutes ces quantités comme la température, la pluie, la grêle, etc. Et puis ça peut être des choses qui sont directes ou indirectes, c'est-à-dire que la grêle, ça tombe sur un toit, ça casse des tuiles, voilà, donc ça on peut directement. Mais en fait, est-ce que le risque c'est la grêle ou est-ce que le risque c'est le dérèglement climatique qui est derrière, c'est-à-dire la température, etc.
Donc, en fait, il y a plusieurs niveaux de risque. Et puis ensuite, il y a les effets de temporalité qui sont très importants. C'est-à-dire que très souvent, on a une vision des risques qui est de dire, voilà, il va se passer telle ou telle chose à un temps donné, mais très souvent, c'est l'accumulation pendant un certain temps, et tout particulièrement, on va reparler du RGA, enfin du risque d'argile qui fait craquer les maisons, mais l'accumulation de risques est en soi un risque supplémentaire. Donc la question du temps, mais c'est vrai aussi en économie, en finance, etc., est une question cruciale dans nos modélisations. Et donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre ces risques climatiques et les risques habituels, enfin, ou les autres risques qui peuvent être des assurances? Est-ce qu'ils ont une spécificité ou est-ce qu'on peut juste utiliser les modèles habituels, Alors, les mêmes approches? là, il y a plusieurs questions en une. Est-ce qu'on peut utiliser les modèles habituels? On y viendra après. La différence entre les risques, on va dire, climatiques et les risques qu'on utilise, qu'on modélise plus classiquement sur les taux d'intérêt, sur les cours d'action, etc., ben, c'est le fait que c'est plus compliqué. Parce que c'est beaucoup plus multicritères, il y a beaucoup plus d'aspects différents à prendre en compte, il y a des aspects physiques. Alors on pourrait dire oui, ben la physique c'est plus facile que l'économie, parce que c'est A ou c'est B, mais pas forcément, pas forcément. Donc, et puis ça évolue. Donc ça rejoint la question, la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire la robustesse de ces modèles, le fait de pouvoir les prolonger ou pas. Ben, il faut pouvoir prédire l'avenir. Et un modèle qui marche sur le passé, est-ce qu'il va marcher sur l'avenir? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Et donc, dans votre travail, est-ce que vous utilisez le fait d'avoir étudié la physique, quand je disais que vous étiez passé de la physique à la gestion, est-ce que ça vous sert quelque chose d'avoir étudié de la physique avant d'étudier de la gestion? Alors, à titre personnel, bah, c'est une période assez antédiluvienne. Hein. J'ai fait ces études il y a peut-être une trentaine d'années. Bon, voilà. Mais par contre, j'ai jamais arrêté dans l'esprit. C'est-à-dire que mais ça, c'est très personnel. C'est-à-dire que dans mes recherches en mathématiques appliquées, en économie, légèrement, en assurance, en finance, j'ai toujours essayé de garder l'esprit du physicien, c'est-à-dire de prendre des équations pour résoudre des problèmes concrets et d'avoir un impact évidemment sur les entreprises. Et pas de faire des équations pour des équations. Et donc la physique, c'est ça. Sauf que après, il y a des choses qui sont que le comportement des agents, alors vous qui êtes un spécialiste d'incertitude, vous le savez encore plus que moi, c'est pas quelque chose de facile. Voilà. Donc les équations vont pas être les mêmes que celles de la physique. Et donc là, si on ne peut pas se fier complètement au passé, parce que normalement on pourrait penser que pour un risque, on regarde combien de fois ça s'est passé dans le passé. On peut regarder la proportion de fois qu'il y a eu de la grêle et on se dit, ben voilà, on connaît le risque. Oui. Est-ce qu'on peut toujours faire ça? Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? Dans tous les cas, il faut faire des choses. Donc la première chose, c'est d'obtenir des prix, puis ensuite des indicateurs de gestion, des indicateurs de risque. Puis ensuite, on sait que ces prix sont forcément liés au modèle et que des modèles différents vont donner des prix différents. Donc après, on passe peut-être à une notion de fourchette de prix, de dire voilà, ça va être entre 100 et 110 par exemple. Mais croire absolument que ça va être 105,43, c'est créer ce qu'on appelle du risque opérationnel, c'est-à-dire un mauvais fonctionnement des entreprises. Parce que derrière, évidemment, il y a un lien entre les tarifications et puis les politiques qui sont menées par les entreprises. Mais donc, est-ce que par exemple, on a des bons modèles maintenant pour calculer la probabilité d'avoir des inondations ou des sécheresses l'année prochaine? Donc pour répondre à cette question, les personnes qui vont suivre après moi vont confirmer, j'espère je pense qu'ils ont une certaine confiance dans les modèles qu'ils développent ou qu'ils utilisent. Donc oui, il y a des modèles qui sont bien. Le problème, ça rejoint ce que je disais avant, c'est plutôt l'évolution des modèles, ou d'avoir une approche de métamodèle ou de modèle de modèle, c'est-à-dire que le modèle qui aujourd'hui ou pour les 5 années qui viennent va bien fonctionner, dans un scénario du GIEC à plus de degrés ou à plus 4 degrés, de réchauffement climatique global, ça ne va pas être la même chose. Donc les modélisations sont amenées à évoluer. Et de manière différente suivant l'évolution du climat.
Et juste pour être concret, enfin, quand on dit modélisation amenée à évoluer, est-ce que c'est juste, on change un petit paramètre quelque part ou on repense complètement? Est-ce que c'est juste, ah oui, avant le paramètre était 3,2, maintenant il est 3,5, ou est-ce que ça change la manière de penser? C'est plus que les paramètres, parce que justement, si on change que les paramètres, c'est que l'utilisation classique, on va dire standard, d'un modèle, en tout cas en finance, en salle de marché, c'est ce genre de choses. Là, on ne parle pas de changer les conditions d'utilisation du modèle. On parle vraiment de changer les cadres conceptuels et d'être capable de développer de nouveaux cadres conceptuels en fonction de l'évolution climatique. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre deuxième intervenant, qui est Molly James. Donc, vous êtes actuaire diplômé de l'ERIA, qui est une école d'actuariat, je pense, donc spécialiste des risques naturels et de l'assurance des catastrophes. Et vous avez travaillé sur le risque sécheresse et sur l'assurabilité du risque d'inondation, notamment chez Gallagher Re, une entreprise de réassurance, et à la Banque de France. Et vous avez co-signé 2 publications sur la modélisation du retrait-gonflement des sols et sur les tensions entre équité et solidarité dans la couverture du risque inondation. Donc aujourd'hui, vous intervenez à titre personnel, donc c'est pas la Banque de France, c'est Molly James qui parle, et pour partager votre expérience de terrain et vos connaissances des modèles. Donc vous êtes actuaire, ça veut dire quoi être actuaire? Alors, un actuaire est un professionnel qui généralement travaille dans l'assurance pour évaluer les risques auxquels sont exposés les assureurs. En fait, le fondement des actuaires, c'est dans la manière dont fonctionnent les assurances. C'est qu'en assurance, il y a un cycle inversé de la production, c'est-à-dire les assureurs vont recevoir les primes avant de payer tout sinistre. C'est assez différent du commerce classique où on va acheter un bien et le recevoir tout de suite. Et donc, puisqu'il y a cette inversion du cycle, les assureurs ils vont recevoir la prime, mais toute cette prime ne leur revient pas. Une partie de la prime revient en réalité à l'assuré. Et donc, tout le travail de l'actuaire, ce sera d'essayer d'évaluer quelle partie de cette prime-là va réellement revenir à l'assureur et quelle partie sera due à l'assuré. Et donc, l'actuaire va évaluer l'ensemble des risques et essayer d'évaluer les sinistres qui vont arriver pour calculer le montant de sinistre qui va être dû aux assurés. Et donc, quand vous travaillez sur ces risques, est-ce que vous avez vu une différence, enfin, si vous devez travailler sur des risques classiques, et peut-être vous pourrez nous donner un peu, qu'est-ce qu'on pourrait dire être un risque classique, et en quoi, celui des risques climatiques, en quoi les risques climatiques changent la donne? La principale différence entre les risques classiques et les risques climatiques, c'est surtout leur fréquence et leur sévérité. Donc, si on représente la sinistralité via une loi normale, on va avoir une distribution en cloche, comme celle qui est affichée ici, où dans le ventre de la distribution, on aura les sinistres qui sont très fréquents et assez peu coûteux, donc par exemple un accident de voiture classique. Et dans la queue de la distribution, on va avoir les sinistres qui sont rares mais très coûteux, dont font partie les risques climatiques. Donc ce n'est pas uniquement les risques climatiques, on peut avoir d'autres risques, par exemple des effondrements de ponts, des explosions de centrales nucléaires, des choses comme ça, mais les sinistres climatiques font partie de ces risques extrêmes. Et donc un actuaire en risque climatique aura un rôle d'essayer d'évaluer ces risques rares. Et donc l'actuaire va se poser la question, par exemple, un événement climatique en question, combien est-ce qu'il va coûter? C'est une question en apparence simple, mais qui finalement est assez difficile à résoudre, puisque d'abord l'assureur il doit essayer de déterminer quels sont les biens qui sont exposés à cet événement, donc il va devoir géolocaliser tous ses contrats, donc pour savoir est-ce que telle habitation est dans la zone de risque ou pas. Et puis ensuite, l'assureur va devoir caractériser l'événement climatique, donc se dire ma tempête ou mon inondation, c'est quoi la grandeur qui définit sa sévérité? Est-ce que c'est la vitesse de vent? Est-ce que c'est la pluviométrie? Et ensuite, il va falloir mettre en commun ces deux variables et essayer de construire ce qu'on appelle des courbes de destruction qui vont mettre en relation, par exemple, la vitesse de vent avec un taux de destruction. Et tout ça, c'est assez compliqué à mettre en œuvre puisque le climat évolue et les données changent, comme l'a précisé Olivier tout à l'heure. On a aussi des données climatiques qui sont difficiles à obtenir et souvent pas toujours de bonne qualité. Et puisque les événements sont rares, on a assez peu de données de sinistres finalement.
Donc tout ça, ça pèse et ça compromet la création de modèles qui permettent de prédire le risque, même si on arrive à le faire, mais ça apporte pas mal de difficultés par rapport au risque classique. Donc, avec Olivier Lecourtois et avec vous, pour l'instant, on a parlé donc, des risques. Là, vous commencez de mentionner aussi, donc là, il y a bien sûr la sévérité. Donc, on commence de parler de coûts aussi. Et alors, quels sont les coûts associés à ces risques et est-ce qu'on a une idée un peu de leur évolution ? Alors, le coût d'un sinistre, c'est le coût que va devoir rembourser un assureur à l'assuré en cas de sinistre. Donc, par exemple, pour une inondation, quel sera le coût de réparation de la maison? Pour une tempête de grêle qui va abîmer une voiture, quel sera le coût de réparation de la voiture? Donc tout ça, c'est des coûts qui vont peser sur l'assureur. Et ces coûts vont être assez variables en fonction de l'événement climatique. Donc, par exemple, pour une tempête, on aura des coûts qui seront plus faibles, mais très, très répandus sur le territoire. Mais pour une tempête de grêle, on aura des coûts qui seront beaucoup plus élevés, mais très, très localisés. Donc on a un peu une diversité des types d'événements. Et on constate qu'en France, comme on le voit sur le graphique ici, qui est un graphique de la CCA qui date de 2023, on constate une augmentation de la sinistralité et des coûts des sinistres en France depuis les années 80, notamment pour la sécheresse. Et cette évolution est due à deux choses. Donc d'abord, une urbanisation plus importante. Donc, puisqu'il y a plus de biens qui sont assurés, forcément, il y a plus de sinistres. Mais aussi et surtout l'augmentation du risque climatique dû au dérèglement climatique. Donc on a beaucoup plus d'événements climatiques et donc ces coûts-là pèsent beaucoup plus sur les assureurs. Et donc, si ces coûts augmentent, les assureurs ils vont pouvoir suivre. Est-ce qu'ils vont pouvoir toujours payer? Et qu'est-ce qui se passe s'ils ne peuvent pas? On en parlera un peu plus après, mais d'après. Alors aujourd'hui, les assureurs sont en mesure de payer et les assureurs répercutent ce coût sur les primes des assurés. Donc, quand un assureur établit son montant de prime quand il fait la tarification de son contrat, l'assureur va prendre en compte les événements climatiques. Mais si ces événements climatiques sont différents de ce qu'il avait escompté, il n'aura plus un équilibre technique qu'il aura prévu. Et donc, pour ajuster cet équilibre et revenir à un équilibre satisfaisant, il va devoir répercuter le montant des sinistres sur les primes. Donc aujourd'hui, le poids n'est pas trop important sur les individus, mais en effet, si plus tard on constate une augmentation de plus en plus importante des événements climatiques, le poids que va représenter la prime sur les individus risque de devenir trop important. Et à ce moment-là, il faudra mettre en place des mesures. Et ce sont d'ailleurs Karine et Marine, vous allez y parler ensuite. Et que se passe-t-il donc si une région devient vraiment trop coûteuse à assurer? Est-ce qu'il y a des choses que l'on voit déjà ou on observe généralement deux comportements chez les assureurs. Donc un comportement où les assureurs décident de rester dans la zone à risque pour un peu soutenir la solidarité nationale, mais en répercutant l'augmentation du risque sur les primes. Le deuxième comportement va être un retrait complet de la zone, puisque l'assureur va se dire que ce n'est plus intéressant pour lui financièrement d'assurer les biens dans cette zone-là, mais ce genre de comportement met en péril la solidarité nationale et on risque de voir des sinistres, des biens qui deviendraient inassurables. Et le marché de l'assurance, est-ce qu'il essaye de s'adapter à ces nouvelles réalités? Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances que vous avez observées? Alors, il y a des choses qui sont mises en place. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'augmentation des primes, et le retrait de certaines zones. Il peut y avoir aussi des mesures de prévention qui sont mises en place pour essayer d'éviter en amont que des sinistres importants aient lieu. Mais il y a d'autres mesures de gestion des risques qui sont mises en œuvre. Par exemple, la souscription de réassurance. Donc là, c'est l'assurance de l'assurance. Des assureurs peuvent se dire qu'ils ne veulent plus assurer une partie des risques trop importants et vont, contre une prime, aller céder, par exemple, tous les sinistres au-delà d'un certain montant pour la sécheresse à un réassureur qui va venir couvrir ce risque-là. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation de la sinistralité, le marché de la réassurance se durcit un peu et il y a certaines couvertures qui ne sont plus disponibles ou les primes deviennent de plus en plus chères. Et la dernière option, c'est ce qu'on constate de plus en plus sur les marchés, c'est plutôt que céder le risque au marché de l'assurance, c'est de céder le risque sur le marché financier via des obligations catastrophes, aussi appelées des cat bonds, où là, l'assureur va
va faire ce contrat d'obligation. C'est quelque part un pari. Si l'événement climatique défini dans le contrat a lieu, alors l'investisseur va verser de l'argent à l'assureur, et l'assureur pourra utiliser cet argent pour rembourser des sinistres. Donc à l'inverse, si l'événement climatique n'a pas lieu, l'investisseur se garde son argent avec un taux d'intérêt. Voilà. Et ça s'appelle comment, le nom que vous aviez? Des cat bonds. Les cat bonds. Des obligations catastrophes en français. Voilà, en français. Merci. Merci beaucoup. Donc nous allons passer maintenant à Karine Reverchon, qui est diplômée de M Lyon Business School et qui, après avoir débuté sa société, donc après avoir débuté à la Société Générale, pardon, vous avez rejoint Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Et vous y avez dirigé l'audit interne avant de prendre, donc depuis quelques mois, la responsabilité de la direction durabilité et risques climatiques. Donc c'est une fonction qui est stratégique dans un groupe qui est particulièrement exposé aux sinistres liés au climat. Et donc justement, ce poste de directrice des risques climatiques, est-ce que c'est quelque chose de récent? Est-ce que ça a toujours existé? Alors, la direction durabilité et climatique existe depuis 2 ans. Elle a été créée justement suite aux événements climatiques majeurs qu'on a rencontrés en 2022, où on a pris conscience effectivement à la fois de notre rôle, puisqu'on se définit comme une entreprise citoyenne, mais c'est-à-dire qu'on a un rôle au sein de nos territoires. Et donc, cette direction a plusieurs enjeux. Déjà, comment réduire les externalités négatives que l'entreprise peut avoir au travers de ses activités sur l'environnement. Mais en même temps, on est de plus en plus exposé aux risques climatiques. Comment arriver à mieux les gérer, puisque des risques climatiques, on en gérait déjà depuis des années, mais comment mieux les gérer? Et aussi en lien avec notre raison d'être, qui est d'aider le plus grand nombre à construire leur vie en confiance. C'est comment on arrive aussi quelque part à rendre plus résilients nos clients en les aidant via des dispositifs de prévention à réduire leur propre vulnérabilité face aux risques climatiques. Donc c'est plutôt une direction qui a pour objet de trouver des moyens différents de traiter les sujets que l'on connaissait précédemment. Vous venez de mentionner 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Alors 2022, on a donc notre caisse régionale a eu en tout cas un impact assez important en termes de risques climatiques, puisqu'on a eu plus de 300 millions de risques climatiques et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des événements de cette ampleur, donc qui forcément impactent fortement nos résultats. Et qui aussi nous ont beaucoup questionné à la fois sur notre positionnement sur les territoires, de se dire est-ce qu'on est positionné aux bons endroits, comment demain les habitations qui sont situées dans des zones davantage exposées, comment on arrive à les accompagner, parce qu'on se rend compte que au fur et à mesure que les événements arrivent souvent parfois aux mêmes endroits et des biens qu'on avait réparés il y a 1 an se retrouvent à nouveau grêlés, donc quelque part ça nous questionne aussi sur la manière dont on répare c'est bien, et de trouver des solutions un peu plus durables pour à la fois le sociétaire éviter que tous les ans il ait à gérer des événements climatiques, mais aussi pour l'assureur d'avoir à la fois un impact positif pour le sociétaire, mais en même temps pour l'entreprise. Donc le rôle d'une assurance face aux risques climatiques, donc c'est pas simplement juste on va assurer. Donc alors c'est quoi là? Alors disons que le premier rôle qu'on attribue à l'assureur en cas d'événement climatique, c'est de réparer. On le voit tout de suite, c'est le réparateur, il est là pour nous indemniser, pour reconstruire, etc. Mais on a un rôle qu'on sous-estime beaucoup, qui est le rôle qui vient plutôt en amont, qui est d'alerter, de prévenir et de sensibiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste se dire on attend que l'événement arrive et on sort le chéquier pour aider à reconstruire. L'objectif pour nous, c'est d'éviter que l'événement arrive, ou en tout cas s'il arrive, que l'impact qu'il produit soit davantage réduit. Donc on a bien ces 2 rôles par rapport à l'assurance au risque climatique. Et en quoi une mutuelle comme Groupama, donc vous êtes assureur mais avec un statut de mutuelle, en quoi est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça change quelque chose? Ou mutuelle ou pas, le problème exactement? Ça change tout. Alors, donc je vais peut-être l'illustrer de 2 manières. Déjà en tant qu'assureur mutualiste, et ça rejoint ce qu'a dit Molly, c'est que Groupama a fait le choix de rester sur des territoires qui sont fortement exposés aux risques climatiques, parce qu'on veut effectivement jouer notre part, en tout cas prendre notre part dans cette solidarité nationale,
à l'inverse d'autres assureurs qui ont fait le choix de quitter ces territoires. Et justement, en tant qu'assureur mutualiste, par contre, on se doit aussi d'assurer un équilibre technique, parce que si on prend trop de risques, c'est exactement ce qu'a expliqué Molly, on va être obligé de répercuter sur les prix, et à un moment donné, ça veut dire que c'est toute la collectivité qui va payer pour des zones qui sont fortement exposées. D'où l'intérêt pour nous de prendre notre part de marché, mais que notre part de marché, mais en restant quand même présent sur les territoires. Et la deuxième illustration, donc le mutualisme est représenté dans sa gouvernance par un client, une voix. Et au travers de ça, on a des élus qui sont à nos côtés dans la gouvernance de l'entreprise et qui aussi interviennent en cas d'événement climatique majeur, c'est-à-dire qu'ils peuvent apporter du soutien, aider à l'évaluation des sinistres. Et c'est vraiment un dispositif qui permet vraiment de mettre en valeur justement les valeurs de Groupama, qui est plutôt proximité, soutien, solidarité auprès de nos clients. Et donc Groupama, on dit partout que Groupama fait partie des assurances qui sont particulièrement exposées au risque climatique. Alors pourquoi qu'est-ce qui explique cela? Alors Groupama déjà est le premier assureur du monde agricole, donc fortement exposé à tout ce qui peut toucher aux vivants, c'est-à-dire à la sécheresse, aux coups de chaleur, à la grêle qui touche les récoltes. On est également le premier assureur des collectivités territoriales, donc avec beaucoup de dommages. Et puis au-delà du risque climatique qui nous intéresse aujourd'hui, il y a le risque émeute qui devient aussi un risque important. On est principalement un assureur dommages, même si on fait quand même beaucoup d'assurance de personnes, ce qui fait que forcément on est plus exposé au risque climatique. Et si je fais un focus sur Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, on est réparti on couvre 12 départements. Et ces 12 départements, les études montrent que ce sont les départements qui sont fortement exposés au risque climatique. C'est ce que je vous disais en illustration, c'est qu'il y a quelques années, ce qu'on appelle la norme climatique, c'est-à-dire quand il se passait à peu près pas trop grand-chose en événements climatiques, on payait à peu près 20 millions de sinistres climatiques. Aujourd'hui, quand il se passe pas trop grand-chose, on est déjà à 100 millions. Donc, ce qui montre quand même que le risque ne fait que s'intensifier d'année en année et que avant des événements qui coûtaient 100 millions, on trouvait que c'était des événements majeurs et aujourd'hui, c'est presque devenu normal pour nous. Donc, vous avez parlé, en effet, vous êtes la première assurance des collectivités et vous allez continuer ? Oui, bien sûr, mais je pense que ça rejoint aussi le sujet de la solidarité. C'est que quelque part, effectivement, en tant qu'assureur des collectivités, on a toujours été présent auprès d'elles, mais on voit que les risques s'intensifient à la fois sur le risque climatique et le risque émeute. Donc ce que l'on souhaite, c'est de pouvoir accompagner les collectivités à la fois en termes de prévention et de gestion de leurs risques, mais quelque part, il faut qu'on arrive aussi à rendre, j'ai envie de dire, ce marché attractif pour qu'il y ait aussi d'autres acteurs qui aient envie, parce qu'il y a eu, pendant très longtemps, il n'y avait que 2 acteurs principaux sur ce marché, et comment faire aussi quelque part pour rendre aussi davantage acteur celui qui est assuré dans la propre gestion de son inassurabilité, parce qu'en fait quelque part ça veut dire qu'on arrive à des moments où l'ampleur et l'intensité des risques font qu'un seul assureur ne peut pas porter à lui tout seul ces événements, et donc il faut de toute façon une mutualisation. Donc évidemment on sera toujours présent auprès des collectivités, mais effectivement il y a le sujet du prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à ces événements, on est forcément obligé de revoir à la fois les garanties, les offres, les franchises et les prix. Et effectivement, il est arrivé que certains assureurs, que certaines collectivités, face à la prime qui était exigée face au risque qu'ils portaient, effectivement, n'étaient plus en mesure de pouvoir trouver un assureur. Et donc, en effet, donc, il y a les variables financières, les prix, les taux de remboursement, enfin tout ça, c'est des facteurs que vous pouvez influencer. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres évolutions que vous envisagez pour les contrats d'assurance face à l'intensification des aléas climatiques? Ou est-ce que c'est toujours via le prix? Non, justement, parce qu'on essaie justement de mieux comprendre les événements climatiques pour davantage pouvoir les modéliser, comme vous avez pu le dire. Justement, on a un partenariat, une chaire de recherche avec l'EM Lyon, justement pour nous aider à aller un peu plus loin, pour se dire demain comment arriver à mieux tarifer, etc., pour pouvoir avoir le prix le plus juste. On a aussi un enjeu d'expérimentation sur de la réparation durable, comme j'expliquais aussi, c'est que demain, est-ce qu'on doit continuer à réparer à l'identique en sachant que les matériaux utilisés ne seront pas forcément résilients face à des grelons qui de plus en plus gros et qui forcément ne résistent pas. On a aussi dans nos projets
en tout cas cette volonté de récompenser aussi les comportements vertueux de nos clients. C'est-à-dire aussi dans l'offre que l'on pourra proposer demain, c'est-à-dire qu'un client qui a pris des dispositifs pour sécuriser, pour se renforcer, être davantage résilient, il doit pouvoir quelque part bénéficier d'un avantage par rapport à des clients effectivement qui ont eu moins cette démarche. Donc il y a beaucoup de choses que l'on pourrait faire, mais voilà. Donc je pense que aussi on a besoin que toute la profession quelque part se mobilise sur le sujet, parce que quand on parle de réparation durable, si tous les assureurs jouent le jeu, je pense qu'on y arrivera, mais s'il n'y a qu'un seul assureur qui porte à lui tout seul, ce sera très compliqué. Merci beaucoup. Donc nous allons maintenant aller voir. Alors, petit rappel, n'hésitez pas à poser vos questions par SMS. J'en ai déjà plusieurs qui sont apparus. Donc au 07 67 91 49 49. Et donc maintenant, on va passer à l'assurance de l'assurance ou la réassurance avec Charles Dumartinet. Donc vous êtes directeur modélisation et actuariat à la Caisse centrale de réassurance. Et donc après 18 ans au sein du groupe Covea, vous avez travaillé donc 18 ans au sein du groupe Covea où vous avez mis en place le programme de gestion des risques majeurs. Et donc vous avez rejoint la CCR qui est le réassureur public français au printemps 2024. Vous siégez au comité exécutif de la CCR et vous pilotez notamment la création de l'Observatoire de l'assurabilité. Donc, nous arrivons au sujet maintenant, l'assurance des assurances, ou la réassurance. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la CCR exactement et c'est quoi son rôle dans le système d'assurance français? Alors, la Caisse centrale de réassurance, c'est le réassure public. Donc, nous sommes une entreprise privée de réassurance classique. Sauf que notre actionnaire, c'est l'État à 100%. Voilà, donc c'est ce qui nous diffère un tout petit peu du reste du marché. Nous intervenons sur différents périls. Donc nous, les grands périls, c'est le climatique. Quand on parle de régime CatNat, donc catastrophe naturelle, en fait, ce ne sont pas tous les périls climatiques. On n'est que sur les périls qui sont difficilement assurables. Donc c'est la sécheresse, l'inondation, les cyclones et les séismes. Il y a d'autres périls climatiques, je pense à la tempête ou la grêle, qui sont aujourd'hui encore assurés. Mais s'il venait en fait à avoir une carence d'assurance, nous, CCR, on serait enclin à élargir le périmètre et à intégrer donc, ces nouveaux périls. Alors c'est moins connu, mais on gère également tout ce qui est terrorisme via Gareat. Et puis on réassure également EDF, Areva sur l'exploitation des centrales nucléaires. Voilà, donc on va revenir sur le climatique. Nous, notre métier, c'est d'estimer le risque. Dans mes équipes, j'ai des climatologues, des hydrologues, des actuaires, des géomaticiens. Et on met en fait toutes ces compétences, toutes les données pour avoir la meilleure vision du risque. Alors, rassurez-vous, un modèle sera toujours faux, par définition. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est être le moins faux possible. Alors, quand on fait une estimation, généralement, juste après un événement, on va faire tourner un modèle, et le modèle va faire sa propre estimation. Ça va coûter tant et on aura tant de dommages. Alors pour faire un peu de pédagogie, on a différents types de modèles. On a des modèles qu'on appelle déterministes. Donc j'ai une boîte avec des tas de paramètres, des tas de données à l'intérieur. Je mets des cumuls de précipitations, des rafales de vent, des tailles de grêlons, juste ce coup, et je vais sortir une estimation. Ça va me coûter X milliards d'euros et j'aurai X centaines de milliers de dossiers. Il y a un autre type de modèle, ce qu'on appelle les modèles stochastiques. Un modèle stochastique, c'est on va estimer la probabilité de survenance d'un dommage. On parle souvent, par exemple, de la crue de la Seine 1910. On dit, ben voilà, c'est la crue centennale. Donc on n'a pas une crue tous les 100 ans, c'est trop simple. On a chaque année une chance sur 100 d'avoir ce niveau de dommage, ce qui est un tout petit peu différent. Voilà. Et puis on peut avoir d'autres modèles. On peut avoir des modèles prédictifs. On met des prévisions météo. Alors, ça ne marche pas sur tous les aléas, ça marche bien sur le vent, par exemple, en disant si demain ou après-demain on a une tempête, eh bien, on peut s'attendre, si la prévision est bonne, à avoir tant de dommages. Et puis, ça a été évoqué également, on peut également avoir des modèles sur long terme qui intègrent le changement climatique. Donc là, c'est pareil, on prend les trajectoires du GIEC. Donc, que se passe-t-il si on a un monde à plus 2 degrés, plus 4 degrés à horizon 2100 ? Et là, on va estimer l'impact que ça va avoir sur la matière assurable. Donc voilà, donc CCR en fait a deux missions. On est réassureur public. On va garantir les chocs violents, donc tout ce qui est systémique, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de défaut auprès des assureurs. C'est que vous êtes assuré par votre assureur. Si vraiment on a un sinistre
à 10, 20, 30, 40 milliards d'euros de pertes, vous soyez absolument certain que vous soyez remboursé de vos dommages. Et puis on a une seconde mission, c'est de conseiller à l'État. C'est qu'on travaille en fait pour l'État, les collectivités locales. Et l'État en fait nous demande en permanence des études techniques. Donc comme on a en fait ce savoir-faire scientifique, on est en capacité de faire une estimation et d'orienter les décisions publiques. Si on revient sur le fait que vous êtes réassurance publique, mais il y a aussi des réassureurs privés. Pourquoi il y a les deux? Qu'est-ce qui vous différencie du modèle privé? Alors, ce qui nous différencie, c'est déjà, nous, on a la garantie illimitée de l'État. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire faillite. Alors, ça peut paraître comme ça très beau. On évite de faire appel à l'État. En fait, en 40 ans, le système est solide, résilient. On a fait une fois appel à l'État, c'est en 99. Et Qu'est-ce qui s'est passé en 99? Alors, il y a eu des grosses tempêtes, mais il y a eu surtout des inondations et de la sécheresse. Donc, on a dû intervenir parce que les fonds propres de ce système n'étaient pas suffisants pour absorber cette sinistralité. Et depuis, on n'a jamais fait appel à l'État. On peut encaisser des chocs à plusieurs milliards d'euros. Là, par exemple, typiquement en 2022, la sécheresse 2022, c'est 3,5 milliards d'euros. Un cyclone comme Irma, c'est 2 milliards d'euros. Chido, l'an passé, c'est quasiment 1 milliard d'euros. Chido, c'était où? Chido, c'est un cyclone à Mayotte. D'accord. L'île de Mayotte a été quasi rasée. Donc, heureusement que la réassurance est là, c'est pour absorber les chocs. Les pays qui n'ont pas de système CatNat, quand l'assureur a mis tout ce qu'il pouvait sur la table pour essayer d'analyser, il y a des restes à charge. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est l'État qui intervient et qui paye. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est protéger les finances de l'État, parce qu'on appartient à Bercy, et parce qu'on croit fondamentalement au système prudentiel de l'assurance et de la réassurance. Et parce que le privé ne pourrait pas le faire tout seul, ce système-là? Non, parce qu'en fait, le privé, il y a une question d'appétence au risque. Quand on est sur un risque systémique, déjà, l'assureur peut être assez prudent, se dire, localement, moi, je ne vais pas souscrire dans cette zone-là, parce que j'estime que c'est trop risqué, je vais perdre de l'argent. Ou ils vont estimer que, parce qu'il n'y a pas d'appétence au niveau de la réassurance, les réassureurs privés, ce sont des financiers. Ils bossent pour un actionnaire et ils ont tout à fait raison. On n'a aucun problème avec ça. Simplement, l'actionnaire peut dire « Ah, attention, là, sur tel risque, moi, je risque de ne pas retrouver mon retour sur investissement, donc je ne vais pas forcément mettre beaucoup de capacité financière à aller absorber ce risque. » Vous avez mentionné donc une deuxième mission de la CCR qui est de conseiller l'État. C'est quoi? Donc vous avez brièvement mentionné ça, mais en pratique, c'est quoi? Vous écrivez des rapports? On fait des tas de rapports, mais pas que. Non, en fait, c'est comme on a aujourd'hui une position qui est assez unique sur le marché, on a cette puissance scientifique, on a également la chance de capter toutes les données du marché. Donc les données des assureurs, les portefeuilles et tous les sinistres. Donc on a un point de vue qui est assez unique. On est entre le monde privé, c'est-à-dire le monde de l'assurance, entre le monde public, la sphère publique, les ministères, les parlementaires, et puis on a également beaucoup de partenariats scientifiques avec Météo France et BRGM et tous les labos de recherche. Donc finalement, on est un peu central. Donc du coup, l'État nous dit, voilà, écoute, moi j'ai un problème. On parlait tout à l'heure des émeutes sur les collectivités locales. Effectivement, il y a un vrai sujet. Donc on va créer des modèles et on va dire à l'État, voilà, si on veut rendre obligatoire la garantie émeute, parce qu'il n'y a pas d'assurance ou de réassurance, pardon, il n'y a pas d'activité économique si elle n'est pas assurée. Je quitte la sphère climatique, mais 2 secondes, sur la Nouvelle-Calédonie. Il y a eu ces émeutes l'an passé extrêmement importantes, qui ont coûté 1,2 milliard d'euros. C'est 30% du PIB néo-calédonien, donc c'est énorme en fait. Et l'activité ne redémarre pas aujourd'hui, parce que les entreprises n'ont pas été indemnisées pour la plupart, et surtout, il y a une peur de l'avenir. Et l'assurance est là pour mettre de la confiance. Donc s'il n'y a pas d'assurance, s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de réassurance. Donc nous, on met en place des garanties pour que l'économie reparte et on met de la stabilité. Donc on a 3 exemples concrets de missions. C'est l'observatoire de l'assurabilité. Vous êtes propriétaire de votre appartement ou de votre maison. Eh bien, vous allez vouloir vous protéger. Avec tout ce qui arrive, il est essentiel que vous puissiez avoir, le choix. Et parce que vous avez le choix, les primes seront compétitives. Il faut savoir qu'en France, l'assurance ne coûte pas cher. On assure une maison pour 300 € environ. Allez aux États-Unis, quand on assure une maison, c'est entre 3 000 et 10 000 $. Donc aujourd'hui, même si le prix de l'assurance augmente, ça reste quand même hyper abordable.
Sauf qu'on s'aperçoit que certains acteurs, je ne parle pas de Groupama, certains acteurs se disent « Oula, à cette adresse-là, je sais qu'il y a la présence d'une zone inondable, qu'il y a de l'argile, qu'il y a tel type de risque, donc je ne vais pas souscrire. » Sauf qu'en ayant ce comportement, on va démutualiser le risque. Donc ça veut dire que si moi je ne prends que les bons risques et que je laisse les mauvais risques aux autres assureurs, j'aurai de très bons résultats, mais mon voisin qui lui va perdre beaucoup d'argent va se retirer progressivement de ses territoires. Alors ce qui se passe aux États-Unis, c'est hyper intéressant. En Californie ou en Floride, aujourd'hui, on ne trouve plus d'assureurs, et si on en trouve, c'est les prix mais pharaoniques. Donc quand on a un cyclone, quand on a un assureur qui part, un autre se retire et progressivement. Donc au final, les territoires ne sont plus assurés. Donc l'Observatoire de l'assurabilité, c'est une mission du gouvernement, eh bien, on est en train de piloter en fait les efforts que font chacun des acteurs de l'assurance pour prendre en charge sa propre part au risque. Si j'ai 7% de part de marché, nous on attend CCR que l'assureur soit présent à 7% dans les zones à risque. Et autre mission, on a des tas de rapports parlementaires. On parlait tout à l'heure du retrait gonflement de l'argile. Donc l'argile se tasse, voilà, et ça fissure les maisons. Et on a des députés qui cherchent effectivement à améliorer le système. Alors, il y a parfois de bonnes idées, donc on les prend naturellement. La loi Baudu, la loi 3DS, on apporte plus de protection aux Français pour protéger leurs biens, mais on cherche également à équilibrer le régime, parce que si le régime est déficitaire, il ne sera pas pérenne. Donc nous, on apporte en fait des chiffrages économiques, techniques, pour dire « Ok, ça c'est une bonne idée, ça c'est une mauvaise idée ». Et puis enfin, dernier exemple, je parlais donc de Mayotte. Quand un cyclone passe, ou une inondation, ou tout type de risque, on fait tourner le modèle et on fait une estimation. Et l'estimation, elle est importante pour les pouvoirs publics. Là, Mayotte, il y a eu la création d'un établissement public pour la reconstruction de l'île. Et le gouvernement nous a dit, voilà, combien ça va coûter? Quels sont les biens qui ont été sinistrés? Où est-ce qu'ils se trouvent? Et c'est quoi les particularités de Mayotte? Alors Mayotte, c'est département depuis 2014. Donc le taux d'assurance était de 6% en 2017, il est de 25% aujourd'hui. Donc ça veut dire que les 3/4 des Mahorais ne sont pas assurés. Donc nous, on va aller alimenter l'État en analyse et en chiffres. Et donc, vous parlez de la création de cet observatoire de l'assurabilité. C'est quoi les principaux défis que le changement climatique pose à l'assurabilité? Alors, nous, on a fait des études sur l'impact du changement climatique. La dernière date de 2023. Je vous donne simplement 2 chiffres. À horizon 2050, si on est à plus 4 degrés en 2100, donc estimer un sinistre à 2100, c'est compliqué. Nous, on s'arrête à 2050. L'impact du changement climatique, c'est plus 40% de charges en plus sur l'assurance CatNat. Donc c'est énorme. Et si en plus, on intègre l'inflation naturelle liée à la matière assurable, c'est plus 60% d'indemnisation en plus. Donc pour nous, on sait que ça va continuer à coûter de plus en plus cher. Les courbes le montrent très très bien. Donc premier défi, c'est d'adapter le financement de l'assurance et de la réassurance. Donc là, on est passé de 12 à 20% des primes, parce que ces primes n'ont pas bougé pendant 15 ans. Donc comme on paye de plus en plus de sinistres, ça veut dire qu'on allait piocher dans nos réserves et que le système était déséquilibré. Donc en bon père de famille, quand on a une entrée, ça doit correspondre à une sortie. Et c'est pareil pour l'assureur, qui lui augmente ses primes d'assurance, mais c'est normal, c'est pour suivre la sinistralité. Et le deuxième défi, par rapport au changement climatique, c'est faire en sorte que nos territoires soient résilients. Donc c'est tout le défi de la prévention. Je vous donne un exemple très concret qu'on mène avec les assureurs, c'est la sécheresse. La sécheresse, aujourd'hui, vous payez 300 € d'assurance pour votre maison. Simplement, si vous avez une fissure dans votre mur, ça va coûter à votre assureur 120 000 €. Donc 300 € versus 120 000 €. 120 000 €, c'est quand on fait des confortations de fondation d'une maison. C'est un système qui est hyper onéreux pour le régime. C'est assez traumatisant parce que la famille doit quitter son domicile pendant au moins 3 mois. On casse tout, on refait, et puis c'est pas hyper durable parce qu'on met des barres de fer et du béton. Donc en matière de développement durable, il y a mieux. Et aujourd'hui, on recherche des solutions très, très concrètes de diversification des solutions de réparation. Parce qu'on pense que dans certains cas, pas dans tous, on peut être aussi performant, moins cher et plus durable.
Merci. Je souriais parce que ces barres de fer, j'ai appris le terme de micropieux un peu plus tôt et donc je me suis découvert une passion sur les micropieux. Merci beaucoup. Donc nous allons terminer avec Marine de Montaignac, qui est économiste de formation et vous êtes chef de projet au Haut Commissariat à la stratégie et au plan. Et donc, après plusieurs années au Canada dans la recherche appliquée et l'évaluation des politiques publiques, vous travaillez aujourd'hui sur les questions de cohésion sociale, d'inégalité et de pauvreté. Et vous êtes l'une des autrices d'un rapport sur la mutualisation des risques climatiques. Voilà, un rapport du Haut Commissariat à la stratégie et au plan, qui a été publié en mai dernier par le Haut Commissariat. Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler ce que c'est que le Haut Commissariat à la stratégie et au plan? Quelles sont ses principales missions aujourd'hui? J'aurais presque envie de dire, c'est quoi ce machin? Donc, bonjour à tous. Le Haut Commissariat à la stratégie et au plan, c'est le fruit de la fusion récente entre le Haut Commissariat au plan et France Stratégie. Et c'est un vieux machin dans le sens où c'est l'héritier du plan, donc ça va avoir 80 ans l'année prochaine, avec une mission d'éclairage des politiques publiques et de mener des travaux de prospective pour éclairer, bien sûr, le gouvernement. On est rattaché au service du Premier ministre, mais également le débat public. Et donc, votre rapport s'intitule « Repenser la mutualisation des risques climatiques ». Avant d'aller plus loin, on a déjà mentionné un petit peu le terme de mutualisation, mais c'est quoi exactement, ça veut dire quoi mutualisation dans ce contexte? Et c'est mutualiser, c'est entre qui? Donc voilà, donc mutualiser les risques climatiques, ce qu'on entend par là, c'est répartir en fait collectivement, voir comment on répartit collectivement la charge financière qui vient en lien avec ces risques climatiques. Elle est trop lourde pour être portée individuellement, donc qui est-ce qui la porte? Ça peut être en partie le secteur privé, l'État, ça peut être les ménages, ça pourrait être les entreprises, les collectivités, etc. Et puis, il y a donc aujourd'hui, on a un système de mutualisation. On en a un petit peu parlé. Il y a un premier étage qui est l'assurance privée pour l'assurance des risques climatiques. On a un second étage public qui est la réassurance. On a la garantie de l'État. Ça, c'est la partie vraiment réparation des dommages. Et puis, pour la prévention des risques, c'est une intervention principalement publique avec de la prévention principalement collective via des plans de prévention des risques en particulier, ou alors le financement du fonds Barnier. Et donc, on s'est demandé, est-ce qu'il faut repenser cette mutualisation des risques climatiques au vu du réchauffement climatique? Donc, alors c'est quoi justement les grandes questions que vous vous êtes posées dans ce rapport? Enfin, quand on vous a demandé d'écrire un rapport sur ce sujet-là, vous vous êtes dit, bon, on se pose quoi comme question? Alors déjà, on s'est demandé nous-mêmes s'il fallait écrire ce rapport-là, parce qu'on était dans un environnement où on entendait dans le débat public qu'il y avait de plus en plus de catastrophes, une fréquence, on l'a vu tout à l'heure sur les chiffres de Molly, on a des catastrophes qui arrivent de manière de plus en plus fréquente avec des coûts des dommages qui sont de plus en plus importants, en particulier depuis les 5 dernières années, et on entend des ménages, des collectivités qui demandent plus de couverture et des assureurs qui disent attention, si les coûts augmentent trop, on risque d'avoir du mal à les soutenir. Donc on s'est dit que ça peut être intéressant de se questionner à nouveau. À nouveau, le système date de 82. Le système de couverture CatNat. Voilà. Donc, on s'est dit, bon, est-ce qu'à l'aune du réchauffement climatique, on va pouvoir continuer à assurer les logements des ménages? Donc, nous, on est vraiment dans ce rapport sur le périmètre des logements, donc de pouvoir assurer son toit. Dans un premier temps, on a regardé avec le système actuel quels étaient justement ses atouts, mais ce qui ne présentait pas aussi certains enjeux. Effectivement, on a un bon système qui est mutualisé, solidaire, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a quelques déjà failles à ce système, notamment des zones qui ne sont pas très bien couvertes dans les Outre-mer. On a des enjeux également au niveau de la couverture de certains dommages. On a certains risques qui sont mal pris en compte inégalement, c'est le cas du retrait-gonflement des argiles. On a certaines conséquences du réchauffement climatique également qui sont mal couvertes, c'est le cas du recul du trait de côte. Donc voilà, donc on a un certain nombre de situations qui présentent des enjeux, et donc on s'est dit très bien, ça c'est aujourd'hui et demain. Et donc on a regardé les projections à l'aune des 25 prochaines années, et on a vu que si c'est compliqué aujourd'hui d'établir exactement quels vont être les coûts supplémentaires, on voit quand même que tous les territoires vont être touchés et que la densité, l'intensité des événements va augmenter. Donc on va être dans une situation avec sans doute des coûts plus importants, plus d'exposition et des enjeux qu'on a soulevés autour de cette table déjà, c'est-à-dire de risques de retrait de la part d'assureurs qui sont dessinés
signaux faibles actuellement, mais qu'on peut anticiper, de coûts de l'assurance qui pourraient trop augmenter pour les ménages, donc de risque de ne pas accéder à un marché de l'assurance, en fait. Et puis, des enjeux importants aussi, c'est déjà le cas aujourd'hui, je ne l'ai pas mentionné, mais aussi au niveau de la prévention qui est insuffisamment financée, et donc un manque de prévention individuelle, mais aussi un manque de prévention collective, qui fait que la meilleure manière de prévenir, avant de guérir, c'est de prévenir, mais qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément mis en place aussi les leviers qu'il faut pour se prémunir, pour que le système fonctionne encore correctement demain, à horizon 2050. Donc ça, c'est la seconde question qu'on s'est posée. Et ça nous a amené, tous ces constats, à nous dire est-ce que tous les ménages vont réellement pouvoir, demain, dans tous les territoires, assurer leur toit pour un montant convenable, au vu aussi des inégalités territoriales d'exposition et des inégalités sociales. Et donc, ça nous a invités à faire une réflexion, mener une réflexion sur comment on pourrait remutualiser ces risques. Et pour mener cette réflexion, on a fait un parallèle avec les assurances sociales, parce qu'il y a 80 ans, il se trouve qu'on s'est posé un peu ces mêmes questions. On a eu des enjeux aussi au moment de la révolution industrielle et de la création des assurances sociales sur la manière dont on pouvait mutualiser ces risques-là et proposer des couvertures à tout le monde et de créer un système solidaire. Et donc, on s'est inspiré de ce qui avait été fait et des questions qui avaient pu se poser pour penser des scénarios, des propositions pour faire évoluer le système, pour avoir toujours un système solidaire, y compris dans les 25 prochaines années. Dans votre rapport, il y a un point original qu'on ne voit pas souvent, c'est le concept aussi de soutenabilité sociale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est quoi le lien entre précarité, enfin soutenabilité sociale, assurabilité? Quel est le lien entre tout ça? Oui, donc effectivement, on n'a pas voulu prendre uniquement un angle de soutenabilité financière du système, mais on a aussi introduit cette question des enjeux sociaux. En fait, quand on parle de vulnérabilité, on va au-delà de la précarité, au sens de la précarité économique. Donc, lorsqu'on va être dans sa maison, dans son territoire et qu'on va souhaiter s'assurer, on va être plus ou moins exposé selon si on est dans un territoire très exposé au risque et selon si on dispose de suffisamment de moyens, mais également selon si on est propriétaire ou locataire de son bien, par exemple, et également selon si on est capable ou pas de mettre en place les actions de prévention qui peuvent nous permettre d'éviter l'exposition au risque. Donc on peut éventuellement éviter, par exemple, en déménageant, mais est-ce que tout le monde a réellement les moyens de déménager? Donc, on parle notamment d'un risque de patrimoine pour les propriétaires des classes moyennes qui vont se retrouver en difficulté s'il y a des sinistres déjà pour la réparation des dommages, mais aussi pour déménager. S'ils souhaitent vendre, leur bien aura perdu beaucoup de valeur. Ils ne trouveront pas forcément d'emprunt pour pouvoir se localiser ailleurs. Les difficultés vont aussi être très fortes pour les locataires les plus précaires qui, eux aussi, peuvent se retrouver en difficulté pour déjà faire face aux dommages, mais aussi pour quitter la région dans laquelle ils sont et aller se mettre dans des territoires qui sont moins exposés. Donc on a vraiment voulu associer cette dimension de soutenabilité sociale parce qu'à nos yeux, ça rejoint le questionnement sur la capacité à continuer à proposer un système solidaire à horizon 25 ans, lorsque les risques climatiques auront augmenté, parce que cette question, elle est vraiment donc de la protection de tous. Et donc, alors, c'est quoi les solutions que vous proposez dans ce rapport? Il y a des solutions concrètes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On a travaillé très fort. On a travaillé avec un groupe de travail aussi d'experts en fait, du milieu, aussi bien côté assurance que côté protection sociale, pour mener cette réflexion. On fait tout d'abord un certain nombre de propositions, de choses qu'on peut mettre en place tout de suite, et notamment en termes de transparence. Alors, on parlait de l'Observatoire, dans la continuité de ce qui est fait avec l'Observatoire, de plus grande transparence sur justement ce qu'il en est de la sinistralité, de l'exposition au risque, etc., mais aussi de la présence des assureurs dans les zones, du coût du montant des primes. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est des données qui ne sont pas partagées pour tous, et donc cette information, elle est très importante parce qu'elle permet justement de faire les bons choix en termes de dispositifs de prévention qu'on va mettre en place, de politiques d'aménagement du territoire, mais aussi de décisions tout bêtement individuelles pour pouvoir habiter quelque part. Et donc, quelque part, c'est ces données qui vont nous permettre de faire les bons choix pour répondre aux problèmes qu'on va rencontrer. Et ensuite, on a 3 scénarios. Alors, le premier, on reste sur... Pardon, je vais peut-être vous dire, on va vers
de plus en plus finalement de couverture dans ces scénarios. On va vers de plus en plus de liens entre la prévention et la réparation. Voilà, donc le premier scénario, on va garder l'organisation actuelle, ça va être plutôt un scénario de régulation, on va donner un meilleur système de base d'assurance, davantage de prévention, mais sinon le reste va rester à peu près pareil, donc on dit que l'État va être plus régulateur. Dans le second scénario, vous avez un petit peu évoqué la question, on propose d'ouvrir la réassurance à tous les risques, donc y compris ceux qui sont gérés uniquement par le privé aujourd'hui, mais en mettant aussi plus l'accent sur la prévention, et puis de sortir le retrait-gonflement des argiles, de le sortir et qu'il soit à la charge de l'État, donc pour qu'on puisse mener les actions de prévention aussi et pas uniquement que de la réparation. Et puis le troisième scénario, donc on va aller vers une socialisation des risques. Donc là, c'est une couverture qui est universelle, qui se fait via une cotisation qui est automatique pour tout le monde. Donc tout le monde adhère. Et là, on a davantage d'actions de prévention qui sont menées, mais également une meilleure couverture. Voilà, toutes ces propositions et donc allant vers l'idée de garder, comme je vous le disais, une proposition de couverture pour tous à un prix que tout le monde peut supporter, ou en tout cas, si tout le monde peut le supporter, qu'il y ait des aides qui soient mises en place pour payer son assurance ou pour mener les actions de prévention qu'on doit mener. Peut-être juste pour conclure, donc ces propositions, nous, on les met vraiment dans le débat public parce qu'il nous semble que c'est indispensable de se poser la question de que va-t-il advenir de notre système et que peut-on faire, et donc pour choisir ensuite ce qu'on fera, donc ça peut être de manière cumulative, ça peut être directement le 2, le 3. Pour choisir, il faut bien sûr pouvoir objectiver, en fait, avoir les informations qu'on va avoir notamment via l'Observatoire pour pouvoir faire des choix éclairés sur le bon système de protection à mettre en place. Et donc le troisième système que vous mentionnez, c'est ça qui serait une sorte oui, de voilà. sécurité sociale climatique, c'est ça? Donc c'est une forme de sécurité sociale climatique avec tout le monde qui est couvert. Et donc, comme je le mentionnais, des liens entre prévention et réparation, donc davantage d'actions sur la prévention, et puis un système avec des branches, des fonctionnements, des indemnisations qui peuvent différer selon les risques, etc. D'accord. Merci. Justement, avant d'ouvrir aux questions, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, les acteurs de l'assurance que l'on a, côté Groupama et côté CCR, cette idée d'une sécurité sociale, de l'équivalent d'une sécurité sociale pour les risques climatiques, comment vous le percevez? Alors, je prends la main. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a un système qui est regardé et envié, c'est le système CatNat. On est en train de faire des émules, les Allemands s'y mettent, les Australiens, on a eu des Islandais. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est équilibré, c'est un système qui ne fait pas perdre d'argent. CCR a versé plus de 4 milliards d'euros de dividendes à l'État. Donc c'est quelque chose qui est robuste, on a pu absorber des tas de crises, cyclones, séismes, inondations, etc., sécheresse. Et c'est un système qui est basé sur un équilibre entre la solidarité et la responsabilité des acteurs. C'est hyper important. Nous, notre crainte, c'est de déresponsabiliser par un système de guichet social les différents acteurs, que ce soit les particuliers ou les assureurs. Si on a un droit à tirer, on pense que forcément, ça va générer du déficit, donc ça fragiliserait un système. Ce système, aujourd'hui, il est robuste. Vous n'avez jamais entendu parler d'un assureur qui a fait faillite, contrairement à des banquiers, y compris durant les crises type subprimes en 2008. Pourquoi? Parce qu'on a dans notre ADN d'assureur et de réassureur des fondamentaux techniques. Un, l'assurance ne marche que si vous avez un aléa. L'aléa, il n'y a pas d'assurance s'il n'y a pas d'aléa. Et aujourd'hui, en France, il y a très peu de zones qui ne sont pas assurables. Alors, il y a le trait de côte, effectivement, c'est un sujet qu'il va falloir traiter. Sauf que quand c'est sablonneux, il n'y a pas d'aléa parce qu'on est certain que la mer gagnera sur le territoire. Le deuxième point, c'est la mutualisation du risque. Si chacun prend sa part, si chacun fait un effort d'être présent dans les zones qui sont exposées, eh bien, on va y arriver. Et le troisième point qui est essentiel, c'est l'équilibre technique. C'est que les primes doivent financer les dommages. Si on respecte ça, les primes évolueront, mais on saura faire face. Donc nous, on est assez prudents, on préfère, et puis il y a les préventions, mais les préventions, pareil, c'est regarder de l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, il y a le fonds Barnier, qui a été créé en 1995, et qui arrive à financer donc, des grosses opérations d'aménagement du territoire côté public. Et puis, on est en train d'industrialiser finalement le financement de la prévention au niveau des particuliers. Donc, pour nous, le système a vraiment fait ses preuves jusqu'à présent.
je pense que je ne vais pas paraphraser ce que vous venez de dire, mais que je partage totalement. Je pense que si je fais le parallèle avec la santé, c'est qu'on finit presque par oublier la valeur de ce que l'on a dans un système de mutualisation à si grande échelle. C'est qu'effectivement, on risque d'avoir un déséquilibre parce qu'effectivement, on se dit, je tire en fonction du sinistre que j'ai et finalement, ne plus avoir totalement conscience des enjeux. Peut-être à appliquer dans des situations vraiment extrêmes ou des zones qui ne sont plus du tout assurables ou peut-être un système un peu plus monitoré à l'échelle de la collectivité pourrait s'envisager. Mais je pense que sur les autres risques, ça me semble, je suis plus réservée. Alors, l'Observatoire de la assurabilité sortira dans les prochaines semaines. Il y a un petit retard au démarrage. Pourquoi ? Parce que par rapport à l'actualité politique, le ministre des Finances n'a pas eu le temps encore de donner son go. Et c'est un document qui a fait en fait l'objet de travaux, d'une co-construction avec les assureurs et différents ministères. Aujourd'hui, je vous livre les grandes tendances. Où que l'on habite en France, métropole, DOM, on arrive à trouver sans problème à s'assurer. Alors, il faut apporter un peu de nuance, c'est que c'est plus tendu, vous l'avez dit, dans les territoires d'outre-mer, où structurellement, on a moins d'assureurs présents. Et surtout, on a eu quelques retraits en 2017 après Irma. Et globalement, aujourd'hui, la situation assurantielle elle est bonne, avec des primes qui sont très compétitives. Aujourd'hui, tout le monde peut effectivement protéger son bien en tant que propriétaire pour 300 €. Quand on est locataire, c'est encore moins. Donc, il faut rester vigilant, rien n'est gagné. Mais en tout cas, cet observatoire a pour effet de mettre quand même la pression sur les assureurs pour que chacun, effectivement, prenne sa part du fardeau. Oui, donc simplement pour revenir sur cette question de responsabilité, bien sûr, pendant toutes les réflexions sur ces modèles, on a eu cela en tête, et donc c'est toujours avec dans l'idée d'avoir aussi bien de la responsabilité que de la solidarité. Donc dans les scénarios, il y a toujours bien sûr des caractéristiques qui font que on n'accède pas. Par exemple, si on sait qu'il faut mener certaines actions de prévention, que l'information est claire, bien faite, etc. C'est pris en compte dans le système. Ou si on s'installe dans une zone alors qu'on sait pertinemment que c'est pas couvert, ça ne veut pas dire que ça sera effectivement inclus. Je pense que c'est vraiment important d'avoir en tête que nous on fait des propositions dans le sens où on va vers de plus en plus de couverture, comme je vous le disais, une prise en compte des enjeux que j'ai soulevés pendant la présentation. On est quand même dans une situation, on voit que depuis 5 ans, il y a une accélération, une augmentation des coûts, donc des enjeux. On sait que ça va pas s'arrêter, en fait. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, y compris au niveau de la réflexion collective qu'on mène sur le système qu'on veut avoir et les propositions qu'on fait. Finalement, après, ça va être un choix politique de décider qu'est-ce qu'on souhaite pour la société par rapport à cette couverture des risques climatiques et pour faire face aux enjeux qu'on aura identifiés grâce à toutes les données qui ont été partagées et qui permettront d'objectiver les besoins. Merci. Donc on arrive aux minutes de questions. On a à peu près une demi-heure maintenant pour toutes les questions qu'il y a. J'ai pas mal de questions. Alors certaines questions, pourquoi on est tout rouge, mais il fait très chaud ici. Donc ça, c'était les questions moins importantes, mais je voulais y répondre parce que c'était très important. Et par contre, il y a des questions concernant le régime CatNat. Alors est-ce que déjà l'un d'entre vous pourrait nous dire ce que c'est que le régime CatNat rapidement? Alors c'est le régime des catastrophes naturelles. C'est un système en fait qui couvre principalement donc l'inondation, la sécheresse, les cyclones et les tremblements de terre. Donc tout cela passe par CCR. Donc CCR gère ce régime. Pour faire très simple, en fait, quand vous payez 100 € de prime votre mutualisme habitation, vous avez 20 € qui vient alimenter CCR. Et avec ces 20 €, CCR prend en charge 50% de la sinistralité des assureurs. Donc si Groupama a un sinistre à 500 millions d'euros, on lui prendra 250 millions d'euros à charge. Et en plus, on offrira d'autres protections, c'est un peu technique, ça s'appelle le stop loss, qui est de l'assurance, de la réassurance complémentaire pour vraiment diminuer au maximum les pertes qui peuvent être générées par les périls CatNat. Et une question un peu plus technique, c'est donc la surprime uniforme de la CatNat brouille-t-elle le signal prix du risque? Alors, il y a plein de concepts là-dedans. Donc, si on peut essayer de simplifier peut-être. C'est une bonne question. Alors, il faut savoir que sur les particuliers
et les entreprises, c'est 20% de la prime. Voilà. Donc c'est ça le côté surprime, tout le monde paye 20%. Tout le monde paye, on mutualise pour le coup le risque. C'est 6% pour l'auto. Pourquoi? Parce que l'auto est moins exposé aux risques, notamment tremblement de terre et sécheresse. Voilà. Simplement, il y a des disparités en fonction des segments de risque. Déjà, on va dire que généralement, ce sont les particuliers qui coûtent le plus cher, sauf pour les risques de pointe, où là, l'entreprise va coûter très cher, mais ce n'est pas de retour extrêmement élevé. 100, 200 nal sur des événements millénaires. Par contre, si vous êtes propriétaire d'une maison, c'est environ 50% des risques, ça représente 90% de la sinistralité. Donc là, il y a déjà un effet de mutualisation entre propriétaires et locataires. Si vous habitez en haut d'une montagne et que votre ami est dans l'île de la rivière, malheureusement, eh bien pareil, il y a une mutualisation. Donc on va absorber les disparités entre les différents risques pour offrir une protection généralisée à l'ensemble des Français. Donc, alors, j'ai une statistique dans une question, je ne sais pas si c'est le cas exact, mais enfin, il semblerait que 1500 collectivités françaises ne trouvent plus d'assureurs. Que faut-il faire? Est-ce que c'est des choses dont vous avez entendu parler aussi? Donc effectivement, en fait, c'est un nombre qui se stabilise quand même avec le temps, puisque c'est un sujet dont on parle depuis plusieurs mois. Donc que faire? C'est ce que je disais dans mon intervention. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive davantage à mobiliser les assureurs autour de la problématique de l'assurabilité des collectivités. Aujourd'hui, Groupama a clairement pris sa part dans sa part de marché et assure en accompagnant bien évidemment les collectivités aussi dans leur résilience face aux risques climatiques et aux émeutes. Mais aujourd'hui, se pose la question de se dire, est-ce que l'État ou d'autres organismes pourraient aussi intervenir en complément des assureurs pour justement rendre plus assurables certaines collectivités? Donc en tout cas, la question est ouverte aujourd'hui et ça fait partie des pistes qu'il faut envisager. Alors, en complément, et peut-être pour corriger le chiffre, ce n'est pas 1500 communes qui ne trouvent pas d'assurance, c'est 1100 communes qui ont vu leur prime augmenter. Donc elles trouvent quand même une offre d'assurance. Il y a eu 5 communes qui, elles, n'ont pas trouvé d'assureur, mais il y a un bureau central de la tarification, le BCT, qui permet de trouver des solutions auprès des assureurs. Mais c'est vrai qu'entre le risque CatNat et le risque d'émeute, il y a une vraie tension sur le marché des collectivités locales. Après ça, c'est vrai qu'on a un duopole aujourd'hui, Groupama et un autre acteur. Il y a eu une sorte de dumping sur les prix. Donc les primes ont largement baissé au cours des dernières années, ce qui rend effectivement la rentabilité beaucoup moins attractive. Donc le vrai enjeu pour ce segment de marché, c'est comment est-ce qu'on relance de la concurrence, comment est-ce qu'on fait rentrer de nouveaux acteurs pour rééquilibrer le prix du risque. Sachant que le prix a effectivement été revu à la hausse, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu un acteur qui a clairement cassé les prix et qui justement a fait que quand il y a eu des événements climatiques majeurs, on s'est retrouvé avec un déséquilibre technique, ce qui a fait qu'il y a pas mal de personnes qui se sont retirées. Et à contrario, nous, on a dû revoir à la hausse nos franchises et nos primes, ce qui fait qu'effectivement, face à des risques qui sont plus importants, on est obligé de rééquilibrer le métier. Sinon, effectivement, comme je le disais, c'est tous les autres clients qui devront payer. Et à ce titre, il faut effectivement davantage rendre attractif pour que d'autres acteurs aient aussi envie de prendre leur part dans la gestion de ces risques qui deviennent importants. Des questions toutes simples. Est-ce que l'assurance habitation est obligatoire? Et si on ne peut pas assurer, est-ce qu'il faut imaginer devoir abandonner certains habitats? Est-ce que quelqu'un peut nous répondre là-dessus? Alors, l'assurance habitation est obligatoire dans le cadre de la location, simplement. Sinon, elle n'est pas obligatoire. Dès lors que vous souscrivez un contrat mutualisme habitation, si vous avez une garantie incendie, ce qui est le cas dans 100% des contrats MRH, la garantie CatNat, elle, est obligatoire dans le contrat. Une question, alors peut-être pour Molly, ça sert à quoi de prédire les dommages pour l'assureur s'il ne peut pas les éviter? C'est un peu le métier de l'actuaire, donc voilà. Je trouve oui, très, très claire la question. Alors, l'utilité de prédire le risque, c'est justement au moment de la clôture des comptes d'un assureur, il faut savoir quel est le montant d'argent à mettre de côté
et quel est le montant d'argent qui finalement n'appartient pas à l'assureur puisque c'est de l'argent qui sera dû à l'assuré. Et donc, par exemple, si on prend l'exemple du risque retrait-gonflement des argiles, c'est un risque qui se développe très longtemps. On peut connaître l'état des sinistres 2 ans, 3 ans plus tard. Et donc, au 31/12 de l'année en cours, il va falloir établir un montant de sinistre pour chacun des risques. Donc l'assureur va devoir se dire, pour mon risque sécheresse, j'ai eu tant de primes, mais en réalité, j'aurai tant de sinistres. Et ce montant de sinistre-là, il n'est pas connu puisque le risque ne s'est pas encore matérialisé. Et donc l'assureur va devoir développer des modèles justement pour prédire les montants de sinistres et donc prédire le montant de provision à mettre de côté. J'aimerais ajouter un point de vue plus académique. Sur ce que vous dites sur ce qui appartient et ce qui n'appartient pas à l'assuré. Il y a des modélisations qui sont faites, qui s'appellent la théorie de la ruine des compagnies d'assurance. Je passe le détail, mais qui disent que si l'assureur rend 100% des primes lors des sinistres, enfin si les primes sont calculées de manière à couvrir pile les sinistres, l'assureur fait faillite avec une probabilité de 1. Pas de 0,9, mais de 1. Donc, du coup, les assureurs sont obligés de toujours prendre un peu plus que ce qu'ils vont redistribuer. Mais ce un peu plus, il est là pour maintenir l'existence de la compagnie d'assurance. Et donc, d'une certaine manière, indirectement, c'est un peu aussi la propriété sociale des assurés ou de la collectivité. C'est qu'on a un grand ratio en assurance, c'est le ratio combiné. C'est lorsque vous rentrez 100 de primes, généralement, vous avez 65-70% de sinistres que vous allez payer, mais le reste, c'est vos frais fixes, les salaires, les impôts et l'investissement. Si vous êtes à moins de 100, c'est que vous avez une activité qui est rentable. Si vous êtes au-delà de 100, vous payez de l'argent. Attention, il y a l'actif et le passif, Molly le rappelait, on a un cycle de production inversé, c'est qu'on collecte de la prime, que l'on place, donc ça rapporte en actif, en attendant de payer sur le passif. Mais globalement, effectivement, c'est important d'intégrer les charges et de rester à l'équilibre, sinistre plus frais de gestion. Alors, on me cite Henri de Castries, qui était l'ancien PDG d'AXA, qui aurait dit qu'un monde à plus de 2 degrés ne serait plus assurable. Alors, citation citée donc je n'ai pas la vérification. Je ne sais pas si c'était le cas et s'il a vraiment dit ça. Et est-ce que c'est vraiment le cas ? Oui, alors ce qu'ayant dit le cas, c'est 4 degrés en fait. Ah oui, d'accord. Là, c'est le scénario du GIEC privilégié aujourd'hui. Oui, nous on pense effectivement, pour toutes les raisons qu'on a dites, c'est que si on respecte les fondamentaux techniques de l'assurance, si on mutualise, si on partage le risque, si on le tarifie correctement, si on reste présent dans la zone à risque, ça coûtera plus cher, mais on limitera effectivement la casse et les Français continueront à pouvoir s'assurer. J'ai d'autres questions demandant, est-ce que le problème, quand on y réfléchit au niveau de la France, est-ce que c'est la bonne manière ? Est-ce qu'il ne faudrait pas y penser, par exemple, au niveau européen ? Avec aussi, par exemple, aussi pour le Haut Commissariat, est-ce que c'est le cas est-ce qu'il y a des discussions avec les équivalents en Europe sur ce genre de questions ? Mais peut-être même globalement, est-ce que vous êtes conscient, est-ce qu'il y a vous avez entendu parler d'initiatives au niveau européen de gérer tout ça ? Alors aujourd'hui en Europe, on a les Espagnols qui ont le Consorcio. C'est une sorte de régime CatNat à l'espagnol, un tout petit peu différent parce que c'est encore plus public. Mais aujourd'hui, il y a une vraie réflexion. Les Anglais ont créé Floodery. C'est la mutualisation du risque inondation en Angleterre, qui avait coûté très très cher il y a quelques années. J'ai dit, les Allemands s'y mettent, les Islandais. Et actuellement, le régime CatNat français fait école en Europe. Et donc, nous, on a regardé dans nos travaux ce qu'il en était effectivement ailleurs, avec la France qui mutualise à peu près, l'Espagne fait la même chose. Et sinon, c'est plutôt des systèmes qui vont favoriser soit de l'intervention publique ex ante, donc avant que les catastrophes arrivent, donc ça va être le cas des Pays-Bas, ou alors plutôt ex post, une fois qu'il y a des grosses catastrophes, l'État va intervenir pour soutenir financièrement, donc ça va être le cas de l'Allemagne. Et comme on l'a dit, pour les Anglais, il y a une intervention de l'État pour certains risques. Au niveau des réflexions, il y a l'IOPA, donc le régulateur européen, qui mène des réflexions justement sur les besoins éventuellement de couverture européen, parce que ça pourrait se passer effectivement au niveau européen, tout cela.
pourquoi pas des fonds d'urgence européens. Mais aujourd'hui, bon, c'est uniquement à ce stade au niveau des discussions. Et je pense qu'il y a aussi des enjeux de réassurance et de réassureurs européens, mais je pense que c'est peut-être vous le mieux placé pour en parler. C'est vrai que si on veut envisager une mutualisation européenne, il faut qu'on ait quand même une base commune. Et aujourd'hui, l'assurance en France est très très développée. On est à un taux d'équipement d'environ 87% sur le multirisque habitation. Ce n'est pas du tout le cas dans les autres pays européens. Moins les gens s'équipent, plus l'assurance coûte cher. Donc aujourd'hui, on n'aurait pas forcément intérêt à avoir une collaboration européenne sur ce plan-là. On me pose des questions sur les cat bonds, le terme qu'on a appris un peu plus tôt, en nous disant, et aussi les assurances paramétriques. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce que c'est, parce qu'on a évoqué ça très rapidement, est-ce que vous pourriez nous en dire plus, et aussi des éléments sur ce qu'il faut en penser? Alors, les cat bonds, donc c'est toujours ces obligations catastrophes sous forme d'un pari avec un investisseur, où l'investisseur va verser de l'argent si un événement bien défini a lieu. Donc le contrat va définir par exemple spécifiquement un ouragan dans un endroit précis ou avec une vitesse de vent supérieure à un certain niveau. Et si l'événement a lieu, il va verser une certaine somme. Pour l'assureur, ça lui permet d'avoir une couverture pour payer les assurés en cas de réalisation de l'événement. Et pour l'investisseur, lui, en fait, ça lui permet de diversifier ses investissements parce qu'il va pouvoir investir sur un instrument financier qui est complètement décorrélé avec les marchés financiers. Puisque c'est des événements qui n'ont rien à voir avec l'augmentation des actions, l'évolution des taux, etc. C'est complètement décorrélé. Ensuite, il y a en effet d'autres types de couverture, par exemple l'assurance paramétrique, où là, ça va être des formes d'assurance où un assureur va verser directement une compensation si un indicateur est dépassé. Donc, par exemple, un assureur va verser à un assuré un certain montant si on dépasse 3 jours de sécheresse. J'invente un produit. Hein. Mais l'objectif pour l'assureur, c'est de pouvoir ne pas avoir toute la phase de gestion du sinistre parce qu'on va seulement regarder l'indicateur et l'argent va être directement versé dès que l'indicateur sera dépassé. Donc on n'a plus du tout cette phase de déclaration de sinistre et d'expertise qui est généralement nécessaire pour des sinistres et des couvertures classiques. Et la position justement, Groupama, est-ce que vous allez nous faire que de l'assurance paramétrique maintenant? Ça serait plus rapide. C'était aussi un des commentaires, une des questions que j'ai eues sur est-ce que ça peut rendre tout plus rapide. Alors, on l'a développé notamment sur l'univers de l'assurance récolte. On a une assurance qui s'appelle Prairie, qui justement fonctionne avec un indice qui est communiqué par Airbus et qui déclenche à ce moment-là le règlement du sinistre ou pas. Donc oui, c'est quelque chose que l'on utilise également. Et côté CCR, on fait déjà du paramétrique. Le régime CatNat est un régime paramétrique. Je prends l'exemple du cyclone. Si Météo France enregistre une rafale de vent supérieure à 215 km/h, tac, ça déclenche un arrêté automatiquement. J'ai un certain nombre de questions qui sont plus pour comprendre un peu aussi le parcours de chacun. Donc, entre autres, voilà. Une question pour vous, Karine Reverchon. Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour devenir directrice risque climatique? Voilà. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment un parcours dédié, parce que mon prédécesseur, qui était un très grand assureur, qui a fait toute sa carrière dans l'assurance pendant presque 40 ans, et moi qui viens de la banque, on voit bien qu'on a déjà deux profils différents. Je pense que après mon parcours qui était quand même orienté sur j'analyse une situation, j'identifie les risques et je propose des solutions, je pense m'ont quelque part aussi préparé à cette mission, puisque je me retrouve aujourd'hui face à des risques climatiques qu'il faut qu'on gère et proposer des solutions un peu innovantes qui sortent du cadre pour se dire comment on peut traiter le sujet. C'est comme ça que j'arrive aussi quelque part à mener cette activité avec un profil qui est très différent de mon prédécesseur. Donc,
Et peut-être justement une autre question très liée. Est-ce que maintenant il y a des cours dans les écoles donc, sur ces sujets-là? Oui, alors, c'est l'occasion de faire une page de publicité pour les élèves de cette école, parce qu'effectivement, une de nos spécificités, c'est d'avoir beaucoup de cours de gestion des risques, de finance, d'assurance. Et première chose, ce sont des cours très stimulants intellectuellement, très, très riches. Donc, ils sont intéressants en soi. Donc, en général, ce sont des cours électifs, donc en 2e et 3e année. Et puis ensuite, ces cours aboutissent à une employabilité très intéressante également. Donc, chez Groupama, par exemple, chez Apicil, il y a des carrières prometteuses où vous êtes garanti d'être en phase avec les préoccupations sociales et environnementales à venir et d'avoir un rôle majeur de contribuer de manière très active à ces questions cruciales. Et après, de toutes les manières possibles, c'est-à-dire sur des jobs très peu techniques ou sur des jobs très techniques. Il y a toute la palette. Si je peux compléter, l'assurance est un secteur qui, étonnamment, n'attire pas beaucoup les jeunes. Donc, j'en profite d'en avoir beaucoup dans cette salle pour passer quelques messages. L'assurance est souvent vue comme un métier, j'ai envie de dire, très ancien, presque un peu poussiéreux par endroits, etc. Mais l'assurance est partout et dans la vie de tout le monde. C'est-à-dire que dans un parcours, on retrouve l'assurance à la fois pour protéger ses biens, protéger sa personne, sa famille. Et en fait, on oublie parfois le rôle essentiel que l'assurance joue socialement dans la communauté. Et même en cas d'événement, on parle souvent des sujets d'adaptation au changement climatique, mais bien souvent, l'assureur est quasiment oublié dans les débats et arrive beaucoup plus tard quand on se rend compte oui, on n'est pas juste des réparateurs, on peut aussi jouer un rôle en amont dans l'anticipation des risques, dans la maîtrise, etc. Donc c'est un métier qui est passionnant, voilà, que je vous invite vraiment à découvrir au travers de vos expériences professionnelles, parce que vraiment, on touche à la vie des gens au quotidien et on a un vrai rôle social à jouer. Oui, et puis c'est aussi un secteur qui est vraiment à la pointe. C'est qu'aujourd'hui, on travaille quotidiennement sur des satellites, sur des drones, sur de la data, sur de l'IA. Donc c'est un secteur qui est absolument partout. Si vous tombez en panne sur autoroute, vous allez appuyer sur un bouton ou appeler votre assisteur, vous serez géolocalisé en temps réel. Derrière, il y a une véritable industrie. Donc on ne s'en rend pas compte. Quand on travaille dans une boîte d'assurance, on a comme collègues de bureau des médecins, des architectes, des ingénieurs bâtiments, tas d'experts. On assure des satellites, on assure des stades de foot, on assure des concerts. Des concerts. De tout, voilà. Donc finalement, tout est assurable et tout nécessite une expertise de pointe. Et, il y a plusieurs questions, enfin un peu d'inquiétude sur le fait est-ce que les assurances vont quand même pouvoir arriver à rester rentables, est-ce qu'elles vont rester solvables, est-ce qu'on peut rassurer le public ou leur dire non, attention. Je pense que le système de réassurance aujourd'hui permet aussi quelque part à l'assurance de continuer à prendre des risques sans totalement mettre en péril à chaque fois sa durabilité au sens strict. Donc oui, donc je pense que tant que les réassureurs seront là aussi en soutien, mais je pense que ça a été cité précédemment, on voit que les primes de réassurance aussi augmentent avec un reste à charge pour l'assureur qui devient aussi important. Donc on revient toujours à ce sujet de la mutualisation pour que tout le monde prenne sa part du gâteau et continue à pouvoir proposer des assurances abordables chez nous, comme vous l'avez pu le souligner, qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup de pays. Et donc dans le rapport au commissariat, enfin vous avez aussi, enfin la soutenabilité globale du système à court terme paraissait quand même encore garantie. C'est plus du très long terme où il y avait des nécessités. Alors nous, les enjeux qu'on soulevait, c'était que on voyait poindre en fait des enjeux justement liés au retrait des assureurs parce que ça allait être trop cher, ou alors cumul de catastrophes une année, c'est pas soutenable. Donc voilà, nous on est moins optimistes dans le sens où on propose justement des solutions au vu de signaux faibles parfois de sortie de territoire, de hausse du coût des primes, et donc en se disant que demain, au vu de ce qui va arriver, on peut s'attendre à une augmentation finalement des enjeux qu'on soulève, et donc la soutenabilité alors financière, mais en tout cas la présence des assureurs encore sur le marché
on ne sait pas, et donc c'est important, au vu de ce qu'on sait pour le coup, au vu des projections de 2050, de penser avec les scénarios dont je vous ai parlé, de moyens de réagir s'il y a des enjeux qui apparaissent, avec l'une ou l'autre des solutions qu'on propose au vu des enjeux qui seront apparents à ce moment-là. Voilà. La crue centennale, par exemple, de la Seine a engendré des questions. Est-ce que ça serait par exemple un sinistre où la CCR après ne pourrait plus, devrait demander de l'aide à l'État? Est-ce que il semblerait que l'image d'une crue centennale de la Seine peut inquiéter? Une crue centennale, c'est entre 35 et 40 milliards d'euros. Ce qui coûte extrêmement cher, en fait, c'est les pertes d'exploitation. C'est que l'économie parisienne, d'Île-de-France, voire française, serait vraiment paralysée sur plusieurs semaines. Et tout ça coûte cher. Donc si on a demain une crue de la Seine, on n'a pas, nous, les fonds propres pour faire face. On peut absorber, en fait, des sinistres cinquantennales, centennales. Mais là, on aurait quelque chose qui serait l'équivalent d'un 200, voire 500 centennales. Donc des périodes de retour extrêmement élevées, donc des chocs majeurs qu'aucun système d'assurance ou de réassurance dans le monde ne pourrait affronter. Donc là, effectivement, on ferait appel à l'État. Mais c'est comme en foot, hein, c'est toujours l'Allemagne qui gagne à la fin. Quand on a un choc absolument majeur, c'est toujours l'État qui absorbe dans tous les pays du monde. Merci. Juste peut-être sur les perspectives d'assurance. Aujourd'hui, quand vous achetez votre maison, 350 000 euros, on va dire, vous prenez un emprunt sur 25 ans, c'est votre patrimoine, c'est ce que vous avez effectivement remboursé une grosse partie de votre vie. Aujourd'hui, vous payez une prime de 300 euros par an. Imaginons qu'on double cette prime, qu'on soit à 600 euros par an à l'horizon 2050. Payer 600 euros par an pour assurer son bien, qui est son patrimoine, qu'on paye pendant 25 ans, on voit bien que ça reste quand même accessible en fait. Donc il ne faut pas non plus avoir peur. Par contre, il faut que chaque acteur de la chaîne soit responsable, que le particulier fasse ce qu'il faut pour faire la prévention, pour avoir les bons réflexes, que l'assureur gère ses risques, que le réassureur qui est CCR soit également au rendez-vous et que nous, on préserve également les finances de l'État. On arrive dans les dernières minutes, donc l'opportunité pour chacun d'entre vous, si vous souhaitez ajouter quelque chose, d'avoir quelques secondes en plus. Est-ce qu'il y a une conclusion que vous souhaitez amener? Olivier. Je vais commencer tout de suite par un petit peu de théorie, comme ça après on va et qu'est-ce que j'appelle la théorie? C'est qu'est-ce que c'est que l'assurance? Et juste un mot là-dessus, l'assurance, c'est une façon aussi de prendre des risques. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. On se dit toujours, on va parler d'assurance, on va parler de contrôle total, de verrouillage à tous les niveaux. Non, pas d'assurance, pas de risque, pas de risque, pas d'assurance. Par exemple, en Floride, s'il n'y avait pas d'assurance, il n'y aurait pas d'habitat. Et on ne parle pas de réchauffement climatique, on parle depuis très longtemps. Donc l'existence de l'assurance permet de prendre des risques. Mais ensuite, la maîtrise des risques par différents mécanismes, la mutualisation étant le plus classique, est aussi la condition de l'existence et du maintien des compagnies d'assurance. Donc c'est toujours un aller-retour assez intéressant entre les deux. Voilà. Peut-être juste rajouter que quand il y a un risque, il y a aussi une opportunité. Donc c'est aussi le moyen de, pourquoi pas, voir apparaître des nouveaux métiers, des nouvelles façons de construire demain, un nouveau business, etc. Donc voilà, donc les risques, il faut les gérer, mais c'est aussi bien souvent à l'origine d'opportunités qui peuvent arriver. Vous avez des exemples de start-up qui essayent de travailler dans ce domaine-là, par exemple? Oui, on teste beaucoup de choses. On travaille avec une entreprise qui, demain, utilise des matériaux durables qu'on appelle des bacs acier pour pouvoir reconstruire de manière un peu plus durable que d'utiliser de la tuile pour refaire les toits. Voilà, donc il y a plein d'expérimentations à venir, mais aujourd'hui, pas quelque chose d'encore déployé, mais on y travaille fortement. On parlait start-up tout à l'heure, il y a des tas d'opportunités d'innovation, d'entrepreneuriat. Je pense à Alan, donc dans le secteur médical par exemple. Quand on fait une école de commerce, qu'on est un peu disruptif, on peut vraiment créer des systèmes nouveaux, créer beaucoup de valeur assurée, de valeur ajoutée, pardon. Et aujourd'hui, on a quand même un secteur qui est riche, bien portant, donc qui offre pour les entrepreneurs de très belles opportunités. Et est-ce que l'IA ou les big data, enfin, c'est aussi quelque chose qui peut aider? Est-ce que
des étudiants qui adorent ce sujet-là? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être utile dans l'assurance? Ah bah nous, c'est le quotidien aujourd'hui. Aujourd'hui, nos métiers sont basés sur de l'IA. Parce que avant même de concevoir un modèle, il faut d'abord avoir des données. Ces données, on a parfois du mal à les avoir, donc on doit développer des programmes scientifiques basés sur l'IA pour créer de la donnée. Il y a beaucoup de scènes d'automatisation. Ce n'est pas CatNat, mais la grêle, par exemple. Nous, on utilise en temps réel des radars de précipitation. Chaque pixel est géocodé. On va exploiter par les algorithmes en temps réel pour estimer localement la taille du grêlon, alimenter des systèmes d'estimation de dommages pour vous dire, bah voilà, sur 1 km², j'ai combien de voitures, j'ai combien de maisons, j'aurai combien de dommages. Donc tout ça, c'est vraiment du high-tech. Merci à tous. L'heure et demie est écoulée. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci.